3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi Presse de ce mardi. Ce sera avec Fioclou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Joël Lega, le patron du journal Fraternité, Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians, et Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Nous parlerons politique avec un nouveau vent qui souffle sur le Libéria. George Weah a été investi président de la République du Libéria. Faure Gnassingbé était présent à la cérémonie d'investiture hier. On reviendra un petit peu sur le sujet. Nous parlerons également de la politique togolaise avec les discussions qui devront démarrer en principe aujourd'hui. Que nenni, il n'y aura rien visiblement. Selon plusieurs sources, la question des préalables serait à l'origine du nouveau blocage des discussions. En tout cas, on l'analysera sous le prisme des informations que nos confrères détiennent. Et puis nous parlerons également de la sécurité routière. En 2017, le bilan est macabre. Un peu plus de 500 morts sur nos routes. Quoi faire désormais pour que nos concitoyens ne perdent pas la vie gratuitement sur les routes togolaises? Nous reviendrons sur le sujet. Bienvenue. Taxi FM, priorité au direct. Il y a le quotidien Forum de la semaine qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque justement la cérémonie d'investiture du président libérien, le nouveau George Weah, donc investi président du Libéria en présence de Faure Gnassingbé. On pourra lire l'article dans le journal. Assassinat de 2 militaires à Sokodé. Djeri Tama regrette l'absence de condamnation des faits par Tikpi Achadam. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis par rapport donc à la crise socio-politique au Togo, Kouméalo Anaté, aller au référendum, va clarifier les choses, a-t-elle déclaré. Vous lirez sa réaction dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a le quotidien Liberté aussi qui est dans les kiosques ce matin, toujours par rapport donc à la crise au Togo, l'opposition et le dialogue en perspective, tenir compte de la ruse de Faure Gnassingbé et ne plus se faire gruger. C'est le conseil que donne notre confrère finalement aux acteurs politiques de l'opposition, beaucoup plus. Et puis EPAM, admise à la retraite, Ayélégan, Folie, ceci joue les prolongations sur fond de controverses. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la gouvernance par hypocrisie, le régime RPT Unir brandit l'emploi des jeunes comme solution à la crise et courtise les USA. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a aussi le journal Le Médium qui parle d'incessante marche de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, la bande, sinon la balade des gens heureux. Économie, Banque africaine de développement, les perspectives économiques au Togo en 2018, à découvrir dans le journal. Et puis la sécurité routière, 5181 accidents en 2017. L'article est à lire dans le journal, le Médium. Il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative qui parle de la contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé, les femmes debout contre la dictature. Politique encore avec la diaspora, cette fois-ci, la Togolese Civil League de Farida Nabourema lance une grande offensive auprès des autorités américaines. Les détails à découvrir dans le journal. Et puis en République démocratique du Congo, l'Église catholique au front en lieu et place d'une opposition en faillite. Karma. Et puis, bienvenue au pays de merde et longue vie au syndicat du crime. C'est la chronique politique du journal L'Alternative ce matin. Il y a aussi l'autre billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie, commercialisation de substances minérales précieuses dans notre pays, l'exportation et production de l'or au Togo, la différence. Et puis, audit de sûreté TSA à l'aéroport
Nyasingbe Yadema de Lomé, satisfaction globale et engagement à corriger les observations négatives mineures. Notre confrère l'Union pour la Patrie. Il y a aussi le journal Économie et Développement. Le bimensuel évoque une agriculture togolaise à 2 vitesses, Niazan, Agropole, ces chantiers à découvrir. Et puis le président de la BAD qui croit, lui, à une agriculture qui crée de la richesse au Togo. Vous lirez l'article dans le journal Économie et Développement. Le billet hebdomadaire, l'éveil de la nation aussi dans les kiosques avec le Libéria, Fort Nyasingbe à l'investiture de Ouéa. Le confrère qui nous propose d'ailleurs le communiqué de la présidence de la République togolaise à ce sujet. Et puis les exigences de l'opposition avant l'ouverture du dialogue. Pourquoi Fabre s'accroche-t-il à la libération des détenus des incendies des marchés? C'est l'interrogation du confrère qui parle également d'une opposition radicale à bout de souffle et en panne d'imagination. Que devient la date du 23 janvier pour le début du dialogue? L'interrogation à lire dans le journal L'éveil de la nation. Et puis le bimensuel, l'équipe sportive qui est aussi dans les kiosques ce matin. L'équipe sportive parle des championnats togolais avec la violence sur les terrains, la mode et le péril à lire dans le journal. Festival international Espoir de Toulon, le Togo sera à sa première. Et puis boxe, affaire de suspension de Laïba, Bayor, Gracier. Vous lirez l'article dans le journal L'équipe sportive. Il y a aussi le dernier journal avec nous, c'est l'Indépendant Express. L'Indépendant Express qui parle de Jean-Pierre Fabre et de Tikpi Achadam, les mystères de l'ange et de la bête. C'est un portrait croisé à découvrir dans le journal. Et puis les femmes togolaises et la marche en noir, Brigitte Adjamabo conscientise les femmes unir. Et puis obsession de conservation du pouvoir. Le pouvoir de Lomé a peur du dialogue, note tout simplement le confrère l'Indépendant Express. Alors outre l'Indépendant Express dans les kiosques ce matin, vous avez l'équipe sportive, le billet hebdomadaire l'éveil de la nation, le bimensuel Économie et Développement, le billet hebdomadaire l'Union pour la Patrie, le billet hebdomadaire l'Alternative, l'hebdomadaire le Médium, le quotidien Forum de la semaine et le quotidien Liberté. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio avec mes confrères Fioclou à Danglenou, le patron du journal L'Enquêteur. Fioclou, bonjour, merci de nous avoir rejoints en studio. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de Taxi FM. Merci d'être là. Bonjour à Acha Ibrahim. Bonjour Eric et bonjour aux passagers confortablement assis dans notre taxi, sans oublier les confrères et le professeur Cyr. D'accord, très bien, professeur Cyr qui est à l'écoute. Oui, il m'a fait signe tout à l'heure qu'il est à l'écoute. Bonjour Joël Lega. Bonjour, bonjour tous ceux qui nous écoutent. Vous allez bien? Ça va. Ambrose Pondio, bonjour. Oui, bonjour. Je dis bonjour aussi au professeur Cyr, le grand citoyen d'État. Oui, ça fait longtemps. L'un des grands citoyens d'État, bien sûr. Puisqu'on a, nous sommes tous des grands citoyens d'État, puisque nous contribuons également au développement de ce pays, d'une manière ou d'une autre. Nous allons parler de la sécurité routière. Vous savez, le bilan dressé par le ministère de la Sécurité vendredi dernier interpelle l'opinion tout entière. Hier, avec les confrères, on en a parlé un petit peu. Quand on parle de la sécurité routière, il faut également évoquer l'état de nos routes aujourd'hui. Ambrose Ponjo, est-ce que les routes togolaises d'abord sont sécurisées? Non, ça y est, sans embâche, je ne crois pas que malgré certains efforts qui ont été faits à minima pour... Encore oui, les efforts sont faits, mais il y a toujours un minimum. Parce que les routes qui ont été revêtues ou qui ont été construites, certains n'ont même pas fait 2 semaines avant de se dégrader. C'est à cela que je dis à minima. Mais au-delà, il y a pire ailleurs. Quand vous prenez la voie de chez moi, c'est-à-dire que la voie de Gomé, dans la douane jusqu'à la frontière, je te dis, je ne vous dis pas la croix et la bannière que les gens ont là-bas. Il y a même des... il risque d'y avoir plus de 20 accidents par jour sur la route là. Il y en a quand même une dizaine. Voilà, vous empruntez la voie également. Ce qui veut dire qu'il y a péril en la demeure par rapport à ceux-là qui font la programmation, par rapport au budget dont ils disposent concernant les infrastructures routières à revertir ou la rénovation à faire. Cette voie-là est très conséquente en ce sens que plusieurs véhicules étrangers passent sur cette voie-là.
et pas des moindres, les bus de 60 places, les Titans Dangote, Nigériens, Burkinabé, Ghanéens, Ivoiriens. C'est sur cette voie-là. Ils ont carrément délaissé la voie de Ngopé et c'est cette voie-là. Même à Débayochei, c'est la voie-là qu'ils empruntent pour arriver. Moi, je l'ai vu plusieurs fois sur cette voie-là. Mais ce qui fait que le ministre Nissa Nyonfam, je ne crois pas qu'il est en train de bien faire son travail. C'est-à-dire, il faut l'inciter à bien faire son travail. Et bien faire ce travail-là, c'est de ne pas aller chercher de l'argent pour revêtir des voies qui ne sont, je ne dis pas inutiles, qui sont aussi nécessaires, mais ceux qui sont à Lomé d'abord. Ceux qui sont à Lomé d'abord. C'est-à-dire, la voie nous sommes dans une zone commerciale. Là, Aïdogom est une zone commerciale. Et cette voie-là est une voie franchement internationale. Oui, on peut le dire, puisque ça relie le Ghana. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Donc, avec ça, il faudrait avoir une programmation lucide pour qu'on puisse avoir dans 5 ans une bonne voie. Sinon, tous les jours, surtout quand il tombe la nuit et qu'il n'y a pas la lumière, à partir du carrefour du chef jusqu'à Kato, je ne vous dis pas ce qui se passe la nuit là-bas. Donc, je crois que la route est complètement elle est totalement en déconfiture avancée. Donc, on voit des jeunes qui racolent, qui essaient quand même d'amoindrir la souffrance. Oui, ça aussi, ça crée de l'accident. Ils sont en train d'essayer de remblayer, mais le fait même de positionner des briques sur totalement la voie et que les Titans veuillent passer à côté, ça fait faire tomber le Titan complètement avec les marchandises et créer des dégâts collatéraux. Donc je crois que au-delà de ça, les incidents de circulation eux-mêmes sont souvent l'œuvre des humains, nous les humains, les usagers. En premier, les émigrants même, tel qu'on le dit, les taximens ensuite, parce que eux ils m'énervent. Il suffit qu'ils trouvent un passager. Parce que vous êtes à moto, vous estimez que ceux qui sont en véhicule. Non, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients. Les taximens, moi j'en ai posé la question à plusieurs, ils sont conscients. Et des fois, quand vous les insultez même, c'est-à-dire les gens arrivent à les insulter au moins pour s'en débarrasser, ils font ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils savent avant de le faire. À cause de 200 francs ou 150 francs, ils peuvent ouvrir les portières du taxi, vous rentrez dedans. Une fille est rentrée dedans comme ça à Dinomoto au niveau de Shell. Qui est la station qui est là-bas. Elle a, je ne sais pas si elle a encore son pouce là. Donc c'est pour vous dire que quelque part, nous les humains, on est d'abord responsables. Ensuite, la route. Et après maintenant, ceux qui sont des indélicats, c'est-à-dire ceux qui prennent de l'alcool et du comment vous l'appelez, tramadol, non. Les gens, vous allez les voir arriver au niveau des feux rouges, descendre carrément de la moto, ils arrivent ils essuient même la moto. Alors que les gens nous sommes en pleine circulation. Imaginez ce qui les conduit. Enfin, c'est là. Même des fois, surtout en période de pluie, ils descendent carrément dans le lot et ils prennent de l'eau pour laver la moto. Il suffit que le feu vert s'allume, ils remontent sur la moto. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de dégagement moral qu'il faut faire. Ensuite, de la conscientisation par rapport au respect du code de la route. Très bien. Firkoula Danglenou, par rapport donc à ce bilan que le ministère a publié, ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement togolais, d'ailleurs le président de la République dans l'un de ses messages, je ne me rappelle plus finalement en quelle année, avait ouvertement pris l'engagement de combattre sérieusement l'insécurité routière et plusieurs mesures. Il y a certains confrères qui nous interdisent de parler de mesures parce que ce n'en est pas une. Il y a quand même plusieurs dispositions qui ont été prises par l'autorité pour aider quand même à réduire les accidents de circulation. Seule la première année a permis de voir qu'il y a eu une baisse drastique des accidents de circulation et le nombre de décès. Eh bien, l'année d'après, ça a remonté de plus belle. Cette année, enfin l'année dernière, on nous parle de 580 morts sur nos routes. C'est quand même effroyable. Oui, moi je peux dire d'entrée du jeu que la responsabilité est partagée. Il y a une partie qui va au gouvernement et la deuxième partie aux usagers de la route. Parce que au Togo, nous avons plusieurs tests qui réglementent la sécurité routière. Et nous avons un code, nous avons une loi qui a été votée en 2013 où tout est mis dedans. Bon, le gouvernement étant responsable de la manière de conduire au Togo est le premier élément qui doit permettre à l'usager d'être engagé dans une voie publique est son permis de conduire. Est-ce que tous ceux qui sont engagés dans la voie publique ont ce document, ont ce permis de conduire? C'est pas évident. Bon. 2, nous avons des signalisations pour le trafic urbain, ce que nous appelons les feux tricolores. À la date d'aujourd'hui, je peux dire que les feux tricolores ne sont pas respectés. Chaque matin, chaque soir,
au niveau de l'ancien supermarché Leader Press à Agoué, devenu supermarché d'Agoué. Quand le feu rouge s'allume, que tu viennes de Tchévier ou d'Agoué Siyeye ou de la brasserie, le feu rouge s'allume, les gens s'engagent. Au moins 4-5 véhicules passent, bien que de l'autre côté ce soit vert. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Des fois, des éléments de la police routière sont là, ils ne disent rien. La dernière fois, un monsieur l'a fait au niveau du stade d'Agoué. Le monsieur qui est sur le feu vert l'a cogné. Il a eu la fracture. La moto est bien cabossée. Et les gens se sont tournés vers le monsieur qui l'a cogné. Un autre gars là-bas leur a dit non. Le monsieur, c'est le feu rouge qui est là et le feu vert qui est allumé. C'est l'autre plutôt qui a... Il dit non, il a brûlé le feu rouge, mais comme il y a accident, donc c'est lui qui est responsable. Donc ces genres de choses, il faut vraiment qu'on reprenne la formation civique. Il y a les tests qui sont là, il faut les respecter. Et ceux qui sont censés faire respecter ces tests, c'est l'autorité publique, la police routière. Il est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement même reconnaît cet écart et il a monté une unité spéciale, ce que nous appelons sous le nom de direction de la sécurité routière, ceux-là qui portent des gilets. Aujourd'hui, qui contrôlent régulièrement les pièces, même les samedis, ils sont là. Et moi je dis ici qu'il faut qu'ils mettent la pression. Il faut vérifier les choses. Par contre, à partir de 18h à 19h, vous verrez des vélos sans phare, vous verrez des véhicules sans phare, des motos sans phare. Or, ce n'est pas toutes les voies qui sont électrifiées. Et voilà que les choses qui se passent ainsi. C'était le 21 novembre 2016, au niveau du marché d'Amboutiévé. Moi, je venais de Décon. Il y a le feu rouge qui est allumé. On s'était arrêté. Le feu vert était au niveau du petit marché des pieds détachés. Le monsieur venait de là pour traverser. Un jeune nous a dépassé. Il a été cogné, monté à 2 mètres ou à 5 mètres en l'air et il est retombé aplati. Mort en même temps. Et le monsieur a commencé par crier. Ma femme devait suivre une intervention chirurgicale. Je suis venu chercher de l'argent pour y retourner, c'est-à-dire retourner au CHU tout coin. Voilà qu'il me crée des problèmes. On a appelé les policiers qui sont en feu rouge là-bas. Ils sont venus. Bon, comme le feu vert était là, moi j'ai passé 5 minutes pour suivre comment ça va se passer. Le monsieur, on l'a autorisé à aller faire ce qu'il devait faire au CHU et on lui a dit de revenir. Le policier était là. Bon, ce qui veut dire que la majorité des accidents c'est causé par les conducteurs de moto. Oui. Bon, pour les 500 et quelques morts, moi j'aurais dû préférer qu'on nous détermine le nombre d'accidents par moto. Oui, on a dit les 60% des accidents sont causés par les motos. Voilà. Là, ça confirme que les motocyclistes ne sont pas dans les règles de l'art, c'est-à-dire n'ont pas les documents qu'il fallait pour être dans la voie publique. Alors aujourd'hui, si on fait le constat clairement que 60% des motos sont impliquées dans les accidents de circulation, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures réelles aujourd'hui? Joël, les gars. Je voudrais juste faire une précision. 60% de décès d'accidents, à la suite d'accidents, sont causés par les motos. Les motos. Mais en termes d'implication des motos dans les accidents, je crois qu'on est autour de 73%. D'accord. Et puis tout le monde le voit quand tu vas dans la circulation. Très souvent, pour le cas d'accident, tu vois toujours une moto qui est étalée là. Oui, bien sûr. Je viens d'avoir fait un détour par le phénomène du carrefour Agoué. Je pense que le carrefour, on observe là une anomalie dans le réglage des feux. Et il n'y a pas qu'à ce niveau. Hein. Effectivement. Au niveau également de GTA, il y a un petit souci. Au niveau de GTA, au niveau du carrefour de rond-point d'Adido Gomé. Oui. Au niveau de la douane. Mais il y a un réglage capricieux qui ne respecte. On ne sait vraiment pas quelle logique. Mais là où le feu doit durer, ça ne dure pas. Là où ça ne doit pas durer, c'est plutôt là où on le règle en
Il y a des photocollants qui durent à peine 3 secondes. À peine 3 secondes. Au niveau du bar 3K, par exemple. Bon, si et je me dis qui est chargé chargé de contrôler ça? Mais il faut quand même que chaque semaine, il faut qu'on voit l'affluence. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il y a assez d'enfants. Il y a un feu qui est le plus sollicité que d'autres. Il y a des heures où c'est plus sollicité. Mais pourquoi la mairie a les moyens d'engager des gens pour régler, pour gérer ce trafic-là? Et je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'on demande plus aux policiers qu'il le faut, parce qu'un seul policier qui gère près de 5 voies en même temps. Oui, 5 axes, c'est des sources d'accidents. Il y a forcément des lignes qui vont l'échapper, des gens qui vont toujours sortir de son contrôle, etc. Et donc voilà, ça c'est ça. Maintenant, parlant du phénomène des motos, on parle là pas que des immigrants, mais les motos, ça, tu mets la moto en circulation comment? Tu paies ta moto, tu l'immatricules, et puis bon, tu rentres dans la circulation. C'est pas aussi rigoureux, c'est pas aussi contrôlé que par exemple pour les véhicules où tu roules ton véhicule 2-3 semaines, et le fait qu'on t'arrête chaque fois pour te demander le permis, tu es obligé d'aller passer le permis, enfin, de te mettre dans les normes. Et puis l'autre phénomène avec les motos, c'est que tu peux quitter à Veta, derrière chez moi, tu quittes, tu viens, tu vas faire ton Zémignan à Lomé. C'est-à-dire que dans ce phénomène, il y a un problème socio-économique. C'est-à-dire l'obligation de survie fait que des gens rentrent en circulation comme ça. Mais qu'est-ce que l'État doit faire? Moi, je trouve qu'il faut que l'État agisse plus sur l'obtention du permis. L'obtention du permis. Et le phénomène actuel, c'est quoi? C'est-à-dire que le permis pour les motos, tu l'obtiens, c'est à 10 000. Mais quand tu vois, on dira 10 000, c'est rien. Mais quand tu vois les étudiants, tu vois comment les étudiants fuient les policiers dans les circulations juste pour le trimestre qui est à 2000. C'est ça? Le trimestre est à 2000. Mais le gars, oui, c'est à 2000 francs le trimestre. C'est-à-dire toute l'année, tu payes 8000 fois pour les taxes. Mais quand tu vois comment les gens s'offrent des slaloms avec les risques d'accident, juste pour payer 2000 francs par trimestre, mais ça veut dire que tu lui demandes d'aller passer le permis. Déjà que le gars, il roule. Il sait qu'il roule sans souci. Il rechigne. Oui. Donc il faut qu'on mette en place un ensemble de politiques pour encourager les gens là, pour encourager tous ceux qui ont des motos. Et que tant que tu n'as pas, on peut conditionner par exemple l'achat, la mise en circulation par l'immatriculation du permis, l'immatriculation par le permis. On peut, et qu'on réduise vraiment les frais du permis, parce que aujourd'hui le pouvoir d'achat est tel que c'est la moto que les Togolais peuvent s'offrir le plus facilement possible. Donc il faut un demi-million. Avec un demi-million, tu as même moins. Aujourd'hui, la concurrence est telle que ce qu'on payait hier à 500 000, c'est aujourd'hui à 320 000 sur le marché, et ça va diminuer encore. Et donc nos routes vont accueillir plus de motos, avec l'ignorance, avec le manque de compétences en termes de respect du code, etc. Donc ça veut dire que les chiffres là que le colonel Yaka a publié, enfin on ne veut pas être alarmiste, enfin on ne veut pas être pessimiste, mais c'est évident, quoi. Avec le décor là, qu'on ne soit pas étonné qu'il y ait plus de cas. Alors, au Togo, c'est pas au Togo, il y a plus d'automobilistes qu'au Nigeria ou qu'au Bénin, mais même au Burkina, on enregistre trop de morts quand même, hein, à Tchad. Oui, on enregistre trop de morts dans les zones urbaines. Il faut faire cette précision parce que vous savez que Lomé c'est une mégalopole et tout le monde arrive pour faire son business et pouvoir tirer son épingle de jeu. Donc cela fait que d'emblée, même ceux qui sont les jeunes entre griffes désœuvrés qui sont en tout cas dans les banlieues, qui sont dans les villes périphériques de Lomé, font un effort pour allier Lomé, pour en tout cas faire leur petit business. Je veux parler du transport par taxi-moto et pouvoir trouver quelque chose pour en tout cas subvenir à leurs besoins quotidiens. Bon, ce faisant, et Joël l'a fait remarquer, il y en a qui ne maîtrisent pas le code de la route, et ça aussi c'est cause d'accidents de circulation que nous avons enregistré. Mais au-delà de tout, il faut faire remarquer aussi que lorsque le ministre a rendu public son rapport, il a été clairement mis en exergue
le cas de la nationale numéro 1. Vous savez que c'est sur la nationale numéro 1 qu'il y a eu plus d'accidents. Et ceci, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'excès de vitesse, notamment quand les gens sont sur la nationale numéro 1. Certains se disent qu'ils sont pressés, ils doivent rallier Cara, ils doivent rallier Dapan avant la tombée de la nuit. Donc c'est en tout cas libre cours aux vitesses, ils roulent à tombeau ouvert. Et les conséquences, nous les voyons. Et il y a aussi l'autre aspect, c'est au niveau de la ville de Lomé, il y a le grand contournement aussi, qui est vraiment un vrai danger. Et chaque jour que Dieu fait, on enregistre des accidents là-bas. C'est le fait aussi des excès de vitesse. Et aussi, il faut aussi relever le cas des voitures, des motos et tout ça là en état défectueux. Soit sont les freins qui lâchent, soit c'est en tout cas le gabarit même du véhicule qui ne tient pas, et quand on est dans un excès de vitesse, vous comprenez que ça peut balancer le véhicule ou bien la moto dans tous les sens. Donc il y a tout ceci et vraiment si nous devons conclure, il faut parler aussi de l'état même de nos routes. Vous savez, il y a par moment des chantiers qui sont conduits sur ces routes. Vous allez voir, des fois on fait des trous, on dit on veut faire passer un tuyau ou bien une canalisation, ou bien on veut faire passer en tout cas un circuit électrique, et quand on creuse, on ne revient plus. Bon, vous savez, on ne met même pas des panneaux pour indiquer qu'il y a... Quand on répare, on le fait si mal qu'au bout de quelques jours... Tout à fait. Il y a vraiment plusieurs facteurs. Tout ça là aussi, ça contribue à ces accidents. Si vous n'êtes pas habitué à une voie, vous allez voir que s'il y a de ces trous, vous roulez parce que la voie, c'est normal quand vous démarrez. Mais chemin faisant, vous remarquez qu'il y a des trous. Donc seuls ceux qui sont habitués à cette voie arrivent à, en tout cas, avoir cette vigilance et cette présence d'esprit à freiner au moment où ils rencontrent de ces obstacles. Mais si vous n'êtes pas un habitué du tronçon, vous roulez et vous voilà peut-être dans un ravin, ou bien vous tombez dans un trou et c'est un accident. Donc tout ça là, je pense qu'il faudrait qu'au niveau du ministère des Transports, qu'il y ait en tout cas une veille disons routière, à chaque fois qu'on vérifie sur les axes les points où il doit y avoir des accidents, pas plus que en tout cas dans le rapport on met aussi en exergue l'excès de vitesse. Oui, j'ai parlé de l'excès de vitesse. À quel niveau on le constate? Quand les policiers sont postés au feu tricolore? Non, ce n'est pas au niveau de l'agglomération, c'est-à-dire au niveau des villes intérieures, c'est sur les longues distances. À partir d'Atapamé, par exemple. Non, ce que je voudrais dire, ça suppose que si l'autorité ne sillonne pas les routes, elle ne pourra jamais constater qu'il y a l'excès de vitesse et rappeler à l'ordre. C'est pourquoi je parle de veille routière. Il faudrait quand même qu'au niveau du ministère des Transports, qu'il y ait quand même une cellule comme ça qui essaie de voir, ou bien qui roule pour s'assurer que à tel endroit, voilà ce qu'il faut respecter. Sinon, il y a eu des panneaux, on dit vous êtes dans une zone, dans une agglomération, vous réduisez la vitesse de 80 ou bien de 50, mais ou bien parfois même 40, mais on voit que ce n'est pas ça. Même quand vous prenez le radar expérimental au niveau de Todman, mais quand vous passez, les gens filent, on a dit 40, mais ça ne sert à rien. Or, quand je prends un peu le tronçon Abidjan Yamoussoukro, par exemple, il n'y a que des radars qui sont installés et tout sur ce tronçon. Mais l'autoroute Abidjan Yamoussoukro, quand vous dépassez 120 km/h, le radar vous capte, il y a capture d'écran, vous arrivez au prochain poste, on vous verbalise ou bien on vous immobilise là-bas, on vous dit que monsieur, vous êtes en infraction. Voilà, il faudrait ces mécanismes-là pour quand même freiner. Parce que, bon, vous savez, la vie n'a pas de prix et donc s'il faut investir pour préserver les vies, je pense que c'est une chose normale. Oui, parce que l'État ne peut pas former des citoyens comme au matin, ces citoyens par mesure de prudence ou absence de prudence se retrouvent à la morgue et puis disparaissent comme ça. C'est l'investissement qui part en feu. Oui, pour revenir à la sécurité routière, je peux dire que en dehors du défaut de permis de conduire, qui est le premier document pour être dans la voie publique, nous avons la méconnaissance du code de la route et enfin l'état d'ivresse caractérisé de certains chauffeurs, l'alcoolisme. Oui. Et nous ne devons pas... Les gens qui conduisent en état d'ébriété. En état d'ébriété, c'est le bon terme. Et nous ne devons pas oublier qu'entre-temps, quand les contrôles routiers se faisaient au niveau des préfectures,
où la brigade routière était dans les voies à chaque 100 mètres et 200 mètres, vous voyez les événements. C'est les syndicats qui ont demandé à ce qu'il n'y ait plus ce contrôle, que eux-mêmes ils vont s'en occuper. Et voilà. En fait, c'était pas un contrôle à proprement parler. Mais c'était pas un contrôle. Il y avait des raquettes. C'était pour racketter les chauffeurs. Bien sûr, mais il y avait des signes qui faisaient que les accidents étaient moins. Les accidents étaient moins. Parce qu'ils savent que sur 100 mètres, c'était dissuasif quand même. Sur 10 km, 20 mètres, il doit y avoir des agents, des gendarmes, des policiers. Donc ce phénomène-là constituait une dissuasion pour les chauffeurs. Pensez? Oui, moi je pense bien que c'est ça. Oui, puisque ces agents composent au long de ces voies-là ne s'intéressent pas forcément à ce que les conducteurs, s'ils roulent, vite ou pas, eux, bon, voilà, vous arrivez à leur niveau, le geste, il faut faire le bon geste et puis vous partez. Oui, mais avant qu'ils n'arrivent chez eux, ils ne roulent pas si vite. Ils sont dans la limite avant d'arriver chez eux. Même s'ils quittent, ils savent que sur 20 km aussi, ils savent que sur 20 km, 50 km aussi, il doit y avoir encore un autre contrôle. Oui, il y a un autre fait, c'est par rapport à l'alcoolisme. C'est vrai, vous avez les voitures de nouvelle génération, entre griffes. Vous savez, il y a quand même des dispositifs pour mettre au moins un verre de whisky là-bas. Donc, actuellement, je pense que c'est la mode. Quand vous avez une grande bolide ou bien une bagnole et vous n'avez pas de whisky à bord, c'est comme si vous n'étiez pas dans la tendance. Et ça se remarque aussi actuellement à Lomé. Je pense qu'il faudrait conscientiser les gens, dire aux gens d'éviter, parce que l'alcool ne rime pas avec la route, le volant. Et donc il faut faire extrêmement attention. L'autre aspect aussi, c'est que quand vous prenez, la plupart des accidents, c'est en week-end, soit c'est à l'aube, c'est samedi nuit, c'est vendredi nuit. Donc vous comprenez aussi que la fête aussi est passée par là. Parfait. Donc il faudrait prendre des mesures de précaution. Messieurs, merci beaucoup. Et nous allons parler de la question politique et d'abord faire un détour au Libéria où hier, Mr. George, l'ancien footballeur devenu président de la République, a été investi hier chef d'État de la République du Libéria. Vous avez vu les images, Joël, les gars? Quel effet ça vous a donné? Ça ne peut que séduire. Le Libéria, après près de 10 ans de guerre civile, nous montre un modèle d'alternance pacifique où un président démocratiquement élu qui passe le témoin à un autre aussi démocratiquement élu. Un autre démocratiquement élu. Et puis le symbole c'est que le vice-président de George Weah est la femme de Charles Taylor. C'est-à-dire, vous voyez la maturité de l'évolution de la mentalité que les Libériens ont atteint. C'est-à-dire que peut-être pour les 4 premières années, je suis sûr que Sirleaf a posé les bases. Et un candidat assez fourni, elle a posé les bases. Vous allez voir où va se trouver le Libéria après l'épreuve même de la maladie là. Ebola qu'ils ont passé. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui dans leur histoire assez d'expérience. Oui, bien sûr. Assez d'épreuves qui les a aujourd'hui rodés. Et George Weah, quand vous voyez son parcours, il est aussi bien avec les réseaux francophones que les réseaux anglophones. Bien sûr. Il a un candidat assez fourni. Il a ses anciens collègues, les Eto'o aujourd'hui, qui sont dans les affaires. Oui. Qui sont dans les affaires, qui les sont à cheval. C'est-à-dire qu'il a toutes les portes des lobbies. Et vous allez voir le Libéria, sans compter le sous-sol dans le ce pays. Le Libéria ira loin, on sera étonné. S'il y a des opérateurs économiques aujourd'hui, moi je laisse les autres à s'intéresser déjà au Libéria. Le Libéria ira loin, étant donné que c'est la petite États-Unis. Oui. C'est l'ambassade de choix des Américains en Afrique. Le Libéria ira loin. Et si le Libéria réussit l'alternance, pourquoi est-ce qu'au Togo l'alternance va causer problème? Si le Libéria. Et puis le paradoxe, c'est que nos confrères qui sont proches de cette chapelle-là, la photo qu'ils ont mis à la une, vous allez voir. Quelle chapelle? Non, de la présidence de la République. Nos confrères qui sont financés à bout de bras par le président de la République. Du Libéria? De la présidence de la République togolaise.
Non. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous en savez, Joël? Vous allez voir. Non, c'est un secret de Polichinelle, mon frère. C'est un secret de Polichinelle. Vous allez voir la photo qu'ils ont mis. Le paradoxe, c'est que Hélène Johnson Sirleaf, je crois que tout le monde regardait le spectacle. Johnson Sirleaf regardait plutôt Faure Gnassingbé d'une façon, avec un regard curieux, c'est-à-dire un regard interrogateur. D'autres diront que c'était de l'admiration. Dans ce regard, soumettez ça à un étudiant en communication. On va vous faire la psychosociologie, le commentaire de cette photo. Vous allez voir. Non, c'est-à-dire que soumettez ça à un étudiant. On vous fera le commentaire. C'est-à-dire que voilà des légèretés, qu'on instille partout. Mais c'est ça qu'on encourage en fait. C'est ça qu'on finance dans ce pays. C'est ça qu'on finance. Voilà. Bon, d'accord. Ça, c'est votre analyse de la situation. Oui, Fioclou, par rapport à l'actualité libérienne. Oui, moi, j'ai dit chapeau, bravo au pays et surtout à Madame Sœur Sirleaf, la présidente sortante, qui a tout fait pour que le processus réussisse. Et compte tenu de tout ce qu'il a fait, son parti même en temps a sorti un communiqué qu'elle a exclu parce qu'au lieu de porter l'aide à son vice-président, elle a plutôt aidé George Weah. Si George Weah au deuxième tour... Non, mais c'est ce que les gens disent. Si George Weah au deuxième tour est passé avec plus de 60% et que hier, le stade était plein avec 35 000 spectateurs, cela veut dire qu'il y a eu une adhésion populaire pour l'élection de George Weah. Et lui-même, avant d'être là hier pour son intronisation, il a bien dit qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup de défis à relever, qu'il est prêt à les relever. Pour mémoire, si nous savons que le Libéria a été fondé en 1822 et que ce pays a eu son indépendance en 1847 et que la guerre civile de 86 a beaucoup fait et qu'aujourd'hui, ce pays avec ses habitants se sont réconciliés et que entre les Libériens, la politique n'est plus un jeu mais un art. On ne peut que saluer cette élection et je souhaite plein succès à mon petit frère George Weah. Oui, votre petit frère qui est président de la République du Libéria aujourd'hui. C'est quand même aussi une leçon à donner d'une certaine façon à Maurice Pondio. Oui, c'est une leçon de démocratie. Vous savez, hier quand je suivais la cérémonie, j'ai posté quelque chose en disant en fait que l'image est intéressante dans la mesure où vous allez voir un président démocratiquement élu entouré des dictateurs mal élus qui se retrouvent pour organiser leur réunion de conservation du pouvoir aussi. Ça, beaucoup ne le disent pas et ça, beaucoup ne le vous allez remarquer, les Ali Bongo, les Faure Gnassingbé, les Sassou Nguesso, sauf Kabila n'était pas au rendez-vous et il y a encore un autre, ils étaient tous présents. Et en marge de ça, il doit y avoir d'autres réunions pour pouvoir trouver des stratégies pour conserver le pouvoir dans leur pays respectif. C'est ce que moi j'ai posté et c'est le constat qui est amer. Face à un président régulièrement élu et à une ancienne présidente qui a cédé sa place. Ça, il y a un paradoxe immense, il ne faut même pas relever. Maintenant, au-delà de ça, revenant même à George Weah, vous savez, je l'ai dit ici que, non, c'est pas ici, sur une autre chaîne, que le monsieur, on ne voulait pas le voir venir parce que c'est les fils du milieu. Contrairement à Sirleaf qui étaient les descendants des anciens esclaves qui sont venus dans les années 1800. Oui. Donc, il y avait deux camps qui s'opposaient, alors que le camp, ceux-là qui existaient avant l'arrivée de ces esclaves, c'est eux qui revendiquaient maintenant l'élection, fortement l'élection de George Weah. Et tenez-vous bien, George Weah a été élu à plus de 60%. Ça aurait pu être à 80%. Donc, moi j'ai imaginé, j'ai pensé qu'ils pouvaient encore chercher à surveiller George Weah, à le mettre hors d'état de nuire et installer le vice-président justement, parce que lui aussi il est du camp Sirleaf. Ceux dont on accuse même Sirleaf de ne pas pouvoir apporter son soutien au cours de la campagne à son vice-président au profit de George Weah. Donc, Sirleaf a compris que le fils du milieu est plus populaire que moi-même, est plus populaire que quiconque dans ce pays. Et il est populaire même au sein de ses amis, au sein de ses camarades joueurs, qui sont aujourd'hui nantis des milliardaires. Donc,
ce monsieur pourrait apporter quelque chose de mieux, au lieu que nous fassions l'erreur de rentrer encore dans une guerre civile. Parce que déjà les esprits sont chauffés, tout a été en électricité, si éventuellement on ne prononçait pas. C'est ce qu'ils ont voulu faire en suspendant encore le processus. Et moi je m'étais réjoui que George Weah ait pris la barque. Maintenant, je rejoins quelqu'un, je ne sais pas si c'est Joël, qui disait à l'instant que c'est vrai qu'être président n'est pas forcément... On a des amis qui sont des milliardaires, ne donne pas forcément ouverture à des investissements. Parce que être président, c'est autre chose qu'être footballeur. Oui, bien sûr. Maintenant, les relations peuvent jouer. Le monsieur qui a fait beaucoup la France, qui a fait l'Italie aussi, avec Milan, et qui a des amis qui sont des entraîneurs, qui sont à un niveau, effectivement peut avoir rapidement des relations. Mais il ne faut pas que ces relations profitent plutôt à ceux-là qui vont emmener les marchés. Ça aussi, il faut craindre cela. Non, George Weah, maintenant, c'est le pays. Ce n'est plus des amis. Non, je ne parle pas de George Weah. Ceux-là, les Claude Roy qui sont déjà allés, les Wenger, autres, qui sont déjà sur le terrain, même les Eto'o-fils, c'est des gens qui peuvent investir. Oui, bien sûr. Maintenant, la crainte, c'est que les Libériens soient rapidement déçus dans la réelle politique de la gouvernance à travers un président. Les défis sont énormes quand même au Libéria. Absolument. Les défis sont énormes. Et il a dit une chose, je cru l'entendre qu'il a fleuri une chose qui est importante, c'est de s'attaquer à la corruption. C'est le premier mot auquel il faut s'attaquer. Mais je crains qu'il ne laisse des plumes aussi, parce que quand vous voulez vous attaquer dans un pays qui n'est pas totalement assis démocratiquement, mais qui est sur la voie, vous devez aller avec tact pour ne pas réveiller les démons. Kagame l'a fait, ça lui a réussi. D'autres l'ont essayé, mais ça leur a retourné sur la tête. Donc, je crois qu'il faut qu'ils se méfient aussi de ces dictateurs-là qui sont allés là-bas. Parce qu'en ne se méfiant pas, il peut rapidement être phagocyté. Ah bon? Oui. Parce qu'on voudra avoir un soutien pour encore rester, alors que le gars, lui, va partir dans 4 ans ou dans 8 ans. Non, tu vois? Donc, ce que moi je donne la parole à ce que moi je voudrais dire, il faut relever que ça veut dire que c'est une passation de témoins entre Sirleaf et George Weah. Vous allez voir l'influence de George Weah, comme mon frère a dit, elle est indéniable. Ce n'est pas pour rien que le club des ambassadeurs s'était rendu chez lui quand Sirleaf devait être élu pour son premier mandat. Ils se sont rendus chez lui dans sa maison pour le calmer, lui dire non, c'est que tu as remporté, mais bon, laisse la dame faire le chantier d'abord et après tu viens. Le premier mandat. Voilà, déjà dans son premier mandat. Mais bon, maintenant, aujourd'hui que George est là, moi je vous dis, ça m'étonnerait parce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui d'abord, quand tu t'inscris dans la lutte contre la corruption, tu as toujours le soutien. Tu as le soutien de l'international. Oui. Et il faut qu'on sécurise aujourd'hui le Libéria pour que ça ne... Parce que le Libéria a alimenté beaucoup de conflits dans la sous-région. Oui. On ne veut plus de conflits dans la sous-région, raison pour laquelle on a réussi l'alternance là-bas. Et donc, Weah, moi je dis, il est lancé. Et puis, vous allez voir, c'est-à-dire que si on doit parler de velléité, de reprise des armes, de velléité de conflit, Weah a déjà étouffé ça dans les œufs en prenant d'abord comme vice-président la femme, Madame Taylor, et en ralliant à sa cause, Prince Johnson. Oui. C'est-à-dire qu'il a quand même rallié tous ceux qui aujourd'hui peuvent détenir des armes, d'anciens rebelles et autres, là il les a ralliés à sa cause. Bon, maintenant il revient à faire la paix avec ceux dont on a amputé un membre et autre là, du fait de la guerre. Il lui faut déployer un plan social, un programme social en fait pour permettre leur insertion socio-économique. Et là, il pourra venir prendre exemple sur le Togo avec notre processus avec le HCRUD. Oui, bien sûr. Acha, par contre, la parole. Oui, bien sûr. Acha, il va y maintenant sur le sujet. Non, il faut dire que j'ai été impressionné par le parcours de George Weah, vous savez, dans la vie. En tant que joueur. Oui, en tant que joueur d'abord. C'est un joueur. Et vous savez, à l'époque, il a démontré son amour pour sa patrie. En pleine guerre, c'était un monsieur qui supportait l'équipe nationale. Ouais. Il était presque le capitaine, le président, le joueur, l'entraîneur, tout. Son propre argent. Il a investi pour rehausser l'image du Libéria. En dehors de ça, il y a aussi des actions de philanthropisme. On nous a parlé en tout cas des cargaisons de riz qu'il envoyait toujours vers Monrovia, parce que le pays étant en guerre, il fallait quand même soutenir les siens.
C'est un acte de patriotisme. Et il œuvrait toujours, partout où il passait, il œuvrait à ce que la paix revienne au Libéria. En dehors de ça, il a raccroché avec le football. Il s'est dit, non, il nourrit de nobles, en tout cas, ambitions pour son pays. Et il se disait, il fallait vraiment s'entourer de tous les atouts possibles pour pouvoir réussir la vision qu'il avait pour son pays. Et voilà, un monsieur qui s'est présenté à la candidature, à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il sortait, mais on a préféré, par rapport aux grands défis que Ellen Johnson Sirleaf passe, George Weah. Parce que la question première, c'est qu'il n'a pas été à l'école véritablement. Bien évidemment, je voulais en venir à cela pour dire que George Weah a accepté ça avec fair play. Et ce qui est extraordinaire et très intéressant dans son parcours, c'est qu'il a accepté aller se faire former. Il est retourné, il est allé à l'université. Voilà, pour s'entourer vraiment. C'est pour dire que quand vous avez de la vision, vous avez vraiment de la volonté, vous voulez faire quelque chose de grand pour votre pays, vous vous mettez dans de bonnes conditions pour le réussir. Aujourd'hui, c'est la consécration. Il est devenu président de la République et il voudrait vraiment travailler pour le Libéria. Je ne vois pas George Weah venir faire reculer la démocratie au Libéria. Je ne vois pas George Weah venir affamer son peuple. Je ne vois pas George Weah venir s'accrocher au pouvoir, chercher même des super glue pour, comme on le dit, de façon vernaculaire. Personne n'a jamais dit qu'il viendra reculer son pays, personne n'a jamais dit qu'il viendra s'accrocher au pouvoir. Mais après, il y a le délice de pouvoir aussi. Non, je dis, je ne vois pas George Weah le faire. C'est pour dire que nous connaissons au moins ce monsieur, ce gentleman qui a des visions, qui a de la vision pour son pays. Ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté au pouvoir comme ça sans, en tout cas, par le passé rêver de cela ou bien avoir en tout cas des ambitions pour son pays. George Weah, je pense que c'est un parcours impressionnant. Il s'est forgé et il sait où il va et sait où il veut amener le Libéria. Donc déjà, quand on a ces atouts, je pense qu'on peut réussir vraiment sa présidence. Je pensais de cela et je faisais allusion. Maintenant, par rapport à ses fréquentations, par rapport à certains chefs d'État qu'on dit pouvoir l'influencer et autres là, il craint beaucoup. Ils sont influencés par les chefs d'État de la sous-région. Oui, mais ce qui est impressionnant, c'est que hier, lors de l'investiture, je pense que le président de leur cour constitutionnelle, excusez-moi, je ne sais pas si c'est l'équivalent, a dit que vous êtes élu pour 4 ans. Si vous faites bien et que le peuple vous renouvelle sa confiance, vous avez la possibilité d'être candidat et d'être réélu, mais pas plus de 2 fois. Vous comprenez que les garde-fous sont déjà là. Ce n'est pas George Weah qui va venir sauter le verrou de la limitation du mandat pour se donner vraiment une longévité à vie. S'il est tenté par cet esprit, je pense que... Mais en tout cas, ce n'est pas George Weah, parce qu'il faut au moins connaître la personne. Ce n'est pas dans ses gènes, ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir ternir son image. C'est un monsieur qui a marqué sur le plan football, sur le plan politique. Il a appris, il a été sénateur, il a accepté. Bon, voilà quelqu'un qui comprend et qui a... Moi, je parle de la vision. C'est la vision. Pour réussir quelque chose de bon, il faut avoir de la vision. Il faut aimer son pays, savoir ce qu'on cherche pour son pays. Bien. Mais quand on est un aventurier, quelqu'un qui n'a jamais rêvé de devenir président, un beau matin, on vous place là-bas, vous pensez que c'est la jouissance. Or, être président, ce n'est pas la jouissance. C'est le travail, c'est hisser le pays dans le concert des nations démocratiques et aussi relever les défis en matière d'emploi des jeunes, de la pauvreté, de la lutte contre la pauvreté, le développement, la diplomatie et éventuellement produire la richesse pour ses concitoyens. Oui, bon, pour confirmer ce que Acha a dit, George Weah a une vision pour son cher Libéria. C'est pourquoi il est retourné aux États-Unis pour apprendre un peu de la politique. Il est revenu au pays, il a été élu sénateur de la ville de Monrovia. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a ce bagage politique pour pouvoir diriger normalement le pays. Son premier gouvernement, qui sera connu dans quelques heures, nous en dira plus parce que sur ses réelles ambitions, parce que ils sont dans une situation difficile. On va voir le nombre de ministres qui va composer son gouvernement et les personnes qui feront partie de ce gouvernement et les autres
responsables des institutions. Oui, Ambora disait quelque chose, c'est quand même fabuleux que à l'investiture de George Weah, autour de lui, il y a des présidents de la sous-région, même élargis à une autre sous-région, si on peut le dire ainsi, qui ne sont pas forcément des présidents recommandables. Non, le problème aujourd'hui, c'est que le cas du Libéria est un cas d'école. C'est un pays qui est sorti d'une longue guerre et que aujourd'hui, George Weah, en tant que président, a pour vice-présidente la femme de Charles Taylor, qui a commencé la guerre du Libéria à partir du comté de Nimba. Aujourd'hui, si nous vivons cette réalité, c'est qu'il y a la réconciliation entre les Libériens et que la cohésion nationale semble être acquise. Sinon, ça ne peut pas se faire. Oui, c'est-à-dire que Joël. La réconciliation, justement, si la réconciliation nationale est acquise, pourquoi est-ce qu'on l'évite tant autour? Pourquoi on évite l'alternance? C'est-à-dire qu'on a fait l'alternance parce qu'on a... Vous voulez dire que si aujourd'hui la réconciliation est une réalité au Libéria, c'est parce qu'entre-temps les gens ont accepté passer le témoin. C'est-à-dire que les gens, je vous dis, les preuves par lesquelles ils sont passés, il n'y a que le Rwanda qui a connu presque la même histoire que le Libéria. Mais voilà des pays aujourd'hui qui, le Libéria donne un modèle d'alternance, un exemple d'alternance. Le Rwanda, on a retrouvé aujourd'hui la paix, tu ne te sens plus. Enfin, après, il n'y a pas quelques points de rebelles qui sont encore dans les montagnes. Et le développement, dans tout l'indice de développement aujourd'hui, le Rwanda est en tête avec l'île Maurice. Et le Libéria, vous avez le symbole, le stade, le nom qui a été donné au stade. Oui. Samuel Doe. Or, c'est Samuel Doe qu'on voulait chasser qui a amené la guerre civile. Vous voyez comment Samuel Doe a fini. Pourtant, on a eu le courage de garder toujours le nom de Samuel Doe pour donner ce stade-là. C'est-à-dire que Samuel Doe est présent quand on faisait l'alternance au Libéria. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Mais pourquoi au Togo, les gens pensent que si jamais il n'y a plus unir au pouvoir, ils n'ont plus de vie? Voilà, ça y est, c'est là le débat. Pourquoi les gens... Est-ce que c'est possible que certains ne puissent plus circuler à Lomé s'il n'y a plus unir au pouvoir? Mais qu'est-ce qui a dit ça? Mais justement, c'est pour ça qu'on empêche aujourd'hui l'alternance. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont le courage de tenir des raisonnements qui ne convainquent personne, des raisonnements vides, mais ils ont le courage de le tenir juste parce qu'ils veulent garder leur privilège. Mais c'est possible qu'on vive toujours. C'est possible qu'il y ait toujours comment vous l'appelez, que Fioclou vive toujours avec un pacha dans sa maison bien voisin, mais qu'on ne l'inquiète aucunement. C'est-à-dire que le débat, on a ramené le débat à ras le sol pour des légèretés, des futilités qui n'existent aucunement. C'est possible qu'on vive encore, bras dessus, bras dessous, qu'on se chamaille toujours, mais qu'on sache que le pays nous appartient tous. C'est possible que les gens vivent à Lomé aisément, parce qu'aujourd'hui, à l'épreuve de tout ce que des aléas que nous avons connus, des affrontements que nous avons connus, chacun reconnaît quand même que ici mon frère est plus compétent que moi. Ici, j'ai plus besoin de lui. Il est plus sérieux que mon frère de même sang, etc. Donc, on peut aujourd'hui vivre aisément entre nous, même si aujourd'hui, Franck Nassimbe dit je vais quitter le pouvoir. D'accord, très bien. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Juste un élément avant la pause publicitaire. Quand je parlais des chefs d'État dictateurs qui étaient présents là-bas, vous allez comprendre qu'il y a certains chefs d'État qui ne sont pas allés. Il y a le Béninois de la sous-région, il n'y a pas Macky Sall, mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Mais vous allez remarquer par surprise, et qui est étonnant, que c'est le chef d'État de l'Afrique centrale, Nguesso, Bongo, ils sont présents. Et je l'ai précisé, que ce n'est pas anodin. Ça dit que c'est des occasions, tout comme on dit, on vous dira que le problème du Togo pouvait être traité au cours de cette investiture et que les Alpha Condé n'étaient pas présents. Oui, il est présent, sauf qu'on ne sait pas s'ils ont été, cela a été évoqué. Mais les autres vont évoquer leurs propres problèmes, parce que je ne suis pas seul dans la barque. Il faudrait qu'on arrive à encore coacher deux personnes qui rentrent dans la barque des dictateurs pour qu'on soit nombreux. Plus on est nombreux, plus on est comment vous dites ça, plus on est tenté, voilà, on est tenté de s'accrocher au pouvoir.
Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas croire ça, parce que ce que dit Ambra, c'est comme si ces chefs d'État étaient là-bas pour recruter, en tout cas, Georges Weah. Je n'ai pas dit ça. Dans le club des dictateurs. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ça. C'est à titre d'influence aussi. Ça peut être à titre d'influence. Une investiture. Et quand vous voyez un peu ces présidents que vous taxez de dictateurs, mais c'est l'Afrique francophone. Vous savez que l'Afrique anglophone a pris son envol il y a très longtemps. Et je pense que si l'Afrique de l'Ouest, c'est le seul Togo. Si on veut que, en tout cas, quel président en dehors de Faure Gnassingbé qui fait problème en Afrique de l'Ouest? Ça serait très bien. Donc, vivement que la France essaie de sensibiliser ces chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir. Je pense que c'est important. On marque la pause. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Fioklo Adanglenou, le patron du journal Enquêteur, Acha Ibrahim, Temps Nouveau, Ambroise Ponjo, des Guardian et Joël Legard, le journal Fraternité qui sera dans les kiosques demain. Alors, nous allons maintenant parler de la politique togolaise avec les manifestations de l'opposition. C'était dit il y a une semaine que les discussions politiques pourraient se tenir au Togo entre le 23, donc aujourd'hui, et le 26 janvier. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même aucun signe qui indique que, à part aujourd'hui, les discussions pourront lieu d'ici le 26 janvier prochain. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Fioklo? Quand moi j'ai eu l'information, j'avais dit sur cette radio, bien sûr, Radio Zéphir, que techniquement, moi je pense que ce n'est pas sûr. Parce que tout a été décidé. L'information a fuité depuis Conakry, que je ne savais pas que les gouvernants togolais sont informés et qu'ils ont donné leur accord. Première partie. Deuxième partie, quand j'ai suivi le chef de file de l'opposition sur TV5 et sur France 24, qui posait encore des préalables, là, je me suis dit que ça ne peut pas avoir lieu. Parce que, à l'heure où nous sommes, les histoires de préalables peuvent être, à mon point de vue, peuvent être discutées au cours de la rencontre. Et au fur et à mesure que les travaux avancent, on peut procéder par ce genre de choses. Mais dire qu'il faut le faire avant, moi je me suis dit personnellement que ça a encore capoté. Alors, Joël, on pourra dire que les préalables aujourd'hui constituent un nouveau blocage pour l'ouverture des discussions entre les acteurs politiques au Togo. C'est un alibi. Clairement. Alors, c'est un alibi. En ce sens que il n'y a pas eu d'échange sur les préalables pour dire que c'est ça qui a bloqué l'ouverture du dialogue. Mais il faut plutôt analyser dans la date donnée par Condé, oui, qui a accepté même le confirmer sur RFI, que il faut plutôt lire là une volonté de sa part de vite finir avec le dossier togolais. Parce qu'il trouve personnellement qu'il n'y a pas grand chose pour qu'on ait autant de blocages. Il faut rapidement, et certainement que pour lui, dans l'espoir que au sortir avant qu'il n'aille au Libéria, que le Ghanéen va s'impliquer autre là. Mais le Ghanéen, il a aussi des problèmes à lui, étant donné que le pouvoir togolais même s'était engagé à régler le problème à l'africaine. Donc on a donné le temps. Aujourd'hui, on se rend compte que le problème n'est toujours pas réglé. Bon, maintenant, je crois, là, moi, j'ai pris plutôt... Oui, le pouvoir de Faure Gnassingbé a voulu régler le problème. Rappelez-vous de cette consultation initiée par le Premier ministre. La coalition a refusé, n'est-ce pas, soyons sincères, quand la médiation ghanéenne était là, fin novembre, oui, c'était clairement dit, le cadre était presque défini. Oui. On dit, c'est le 7 de chacun, la coalition 7 du pouvoir. Maintenant, bon, si on veut que d'autres participent, mais chacun s'alignera derrière un camp. C'est-à-dire que la coalition peut venir avec ceux-là dont il veut porter la voix, le pouvoir aussi viendra avec ceux-là dont il veut porter la voix. Et donc c'était comme ça avant qu'on ne crée encore d'autres sujets de diversion, etc. On ramène le référendum là. Mais est-il que moi je ne sais si la mission de bons officiers est déjà là, la mission ghanéenne qui devait arriver. Bon, je ne sais pas encore, mais on n'a pas encore confirmé. Elle est annoncée quand même. Mais moi, je crois qu'elle devrait venir, puisque
il y a le mini-sommet de la CEDEAO, la réunion de la CEDEAO le 27 prochain. On doit discuter des réformes institutionnelles de l'Union. Donc certainement, c'est le 27, c'était annoncé. Oui, pour le, il y a les ministres qui ont eu leur rencontre le week-end. Qui ont eu leur rencontre, maintenant les chefs d'État vont sur le lieu 27. Où à Lomé Bon, je ne sais pas encore le lieu. Mais voilà, ça veut dire que certainement que d'ici le 26, le 26 c'est le samedi, je crois, non ouais, le vendredi, d'ici vendredi, a priori, il devait avoir quelque chose, ou à moins que à l'heure où nous parlons, le pouvoir togolais ait donné des garanties que non, on va satisfaire au préalable, ou bien enfin on va satisfaire à une bonne partie des préalables et que l'autre on pourra discuter, etc. Et certainement, parce que ce qui est sûr, quand Alpha Condé, tel qu'Alpha Condé s'est exprimé, et que la médiation ghanéenne dit qu'elle s'annonce à Lomé, ça veut dire que on a envie de vite finir avec ce problème. Alors, vite finir avec le problème, mais il y a quand même des exigences au niveau de l'opposition. Est-ce que ça ne pourrait pas constituer, Joël dit que c'est des alibis, mais est-ce que ça ne peut pas être aussi un élément pour justifier le non-départ des discussions à peu près? Acha. Non, mais il faut dire qu'avant de réussir un dialogue, il faudrait prendre soin de le préparer soigneusement. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on prépare ce dialogue. Ah, bien évidemment. Et surtout que nous voulons que ce soit le dialogue de dernière chance, c'est-à-dire qu'un dialogue qui puisse vraiment résoudre les sérieux problèmes auxquels le Togo est confronté. Je pense qu'il faudrait prendre vraiment de la mesure et surtout aller avec précaution. Oui, en l'état actuel, je ne peux pas dire que les conditions sont remplies. Et il faudrait continuer toujours par travailler sur ces conditions. Au niveau de l'opposition, on parle des préalables, c'est-à-dire que certaines mesures que le gouvernement doit prendre pour rassurer l'opposition. Et du côté du pouvoir aussi, il y a le langage de mesures d'apaisement qu'on tient et je pense que le gouvernement continue de réfléchir dans ce sens. J'en veux pour preuve certaines libérations que nous avons assistées récemment. Et au niveau de la médiation aussi, on ne voudrait pas amener les frères togolais autour d'une table, les frères qui se regardent dans le champ de faïence, les frères qui ne se font pas confiance, si on les réunit autour d'une table précipitamment, je me dis que en tout cas cette rencontre ou bien ce dialogue que les Togolais voudraient qu'ils résolvent définitivement notre pays pourra échouer. Or là, ça ne donnera pas bonne presse à la médiation. La médiation voulait réussir quelque chose de bon. Donc je me dis que en tout cas, ils sont en train de préparer, de déblayer le terrain pour que ce dialogue réussisse. Alpha Condé a donné une date, Joël précisait que ça peut participer de son souci de finir définitivement avec cette crise, rapidement avec cette crise. Je pense que cela peut être vraiment perçu comme cela. Et l'autre aspect aussi, c'est peut-être parce que Alpha Condé a pu joindre son collègue ghanéen qui lui a dit que vraiment les tractations sont en cours et si tout va bien, c'est possible qu'il y ait démarrage de ce dialogue le 23. Nous constatons que les chefs d'État étaient hier au Libéria, donc il ne peut pas revenir aujourd'hui commencer le dialogue. Donc on se dit que c'est toujours dans les préparatifs, ils vont toujours se voir et discuter. Bon, maintenant au-delà de tout, en tant que journaliste, leader d'opinion, ce que nous appelons de vive voix, c'est de tout faire pour éviter des situations qui vont encore retarder en tout cas l'avènement de ce dialogue. On prend trop de temps pour régler un problème, qui est là. Aussi simple. Oui, ça c'est Monseigneur Barriga l'a dit. Aussi simple. Donc il faudrait quand même qu'il y ait de la volonté de part et d'autre, qu'on oublie, qu'on ne s'attarde pas trop sur les préalables, sur les mesures d'apaisement, il faut aller discuter de l'avenir du pays. Et surtout, je le répète toujours parce que je vois des gens dans des postures, les deux camps, dans la posture de nous allons sortir victorieux de ce dialogue, nous allons damer l'opinion à l'adversaire. Si c'est dans cet état que nous voulons aller au dialogue, je me dis que c'est perdu d'avance parce que il ne s'agit pas d'aller dire que nous allons imposer ceci, voilà ce que nous voulons, on doit faire ça. Si c'est ça, ça ne peut pas aller parce que dialoguer voudrait dire aller et décliner clairement ses idées, mettre les propositions sur le tapis, vous allez discuter s'il y a lieu de faire des concessions, vous faites des concessions et surtout que cela soit
soit en adéquation avec l'intérêt général. Que les gens n'aillent pas prêcher pour leur chapelle parce que d'aucuns veulent, ils sont impatients de prendre le pouvoir, donc ils veulent aller prendre le fauteuil présidentiel, ou bien que d'autres, ils ne veulent pas que quelqu'un vienne leur arracher le fauteuil présidentiel. Donc eux aussi, ils vont aller, peut-être leur logique de raisonnement, c'est comment faire pour continuer par préserver et conserver le pouvoir. De l'autre côté, comment faire pour arracher le fauteuil présidentiel. Si c'est dans cette optique, je me dis qu'on n'est pas en train de servir le Togo. Il faut sortir de ce schéma, aller vers le schéma de repositionnement du Togo, aller dans le schéma de construction d'une nation assez forte, aller dans le schéma de la libération de l'avenir. Il s'agit de l'avenir du Togo qui est confisqué, qui est bloqué, qui est pris en otage. Donc il faut libérer l'avenir du pays pour que les Togolais puissent s'épanouir. Alors, certains évoquent les préalables posés par l'opposition pour justifier le fait que les discussions tardent à venir au Togo. Ambroise, vous pouvez dire que non, c'est le pouvoir en réalité qui ne veut pas les discussions. Tout comme vous êtes dans mes idées, mais c'est clair, vous savez. D'abord, c'est un manque d'égard à un chef d'État, président de l'Union africaine, oui, d'avoir situé une date. Je ne crois pas que cette date-là soit à titre indicatif. Il n'est pas président du Togo, il ne peut pas nous imposer une date quand même. Vous savez, votre souveraineté, vous l'avez déjà vendue. Je ne sais à quoi vous vous arc-boutez sur une souveraineté qui n'existe plus. Vendu à qui? Je vais en venir. Il y a les États-Unis, il y a Israël. Ça, il faut pas en discuter. Ça, c'est nos débats. Maintenant. Je crois que le problème du Togo, c'est que ceux qui sont là actuellement ne veulent pas partir. Nous ne partirons pas. Entre griffes, c'est ça. C'est-à-dire, s'il y a la volonté, tel que mon ami Achal le disait tout à l'heure, s'il y avait réellement la volonté que les choses bougent, ouvrez le dialogue d'abord, avant que les gens là nous disent que nous voulons les préalables d'abord. Vous n'avez pas encore ouvert le dialogue. Ils n'ont pas ouvert le dialogue. Ça veut dire que si vous ouvrez que les gens ne veulent pas venir, là vous donnez raison à ceux qui pensent que l'opposition pose trop de préalables. Ouvrez d'abord le dialogue pour qu'on sache que vous avez la volonté d'organiser un dialogue. Je vous ai dit ici dans ce studio que ceux qui ont le plus peur d'un dialogue, c'est ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils n'ont rien à... Je vais t'expliquer. Est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner dans ce dialogue? D'autant plus qu'ils ont déjà organisé plus de 24, qui n'a jamais réussi. Ils l'ont organisé, ils ont les préalables, ils ont les recommandations, mais ils n'ont pas mis en œuvre, ils l'ont mis dans les tiroirs. Ils ont même joué au dilatoire, d'aucuns même sont allés dire que des accords entre temps qui avaient été considérés comme une Bible sont caducs. Oui. Donc comprenez que ces messieurs-là, il y a toujours ces vautours-là qui sont au sein même de ce parti, qui ne voudront jamais que le Togo sorte du trou. Maintenant, qu'ils le veulent ou non, le dialogue se tiendra. Mais je crains une chose. Tant qu'ils ne le veulent pas, parce que la concession qui doit venir de quelqu'un dans ce dialogue, c'est de leur part que cette concession viendra. Mais ils savent très bien qu'en allant dans ce dialogue, il y aura des yeux étrangers qui verront que, qui n'a pas appliqué ça. C'est pourquoi ils défendent toujours que nous-mêmes, il faut qu'on organise ça. Et ils n'envoient jamais le chef de l'État. C'est des billes qui viennent souvent, ils discutent après, ils disent non, on est dans l'acquis de droit. Oui, mais le chef de l'État, vous savez, il est au-dessus de la mêlée. Enfin, il est censé être au-dessus de la mêlée. C'est lui le problème du Togo. C'est Faure Gnassingbé le problème du Togo. Premier problème, il est le fils du père. Gnassingbé, père a fait 38 ans, lui fait 10 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. Bon. Quand on voit sur les pancartes, les gens le disent. Ça, c'est un. De deux, on a comme l'impression que le monsieur n'a pas la volonté lui-même. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que lui-même il dit? Et ce qu'il a dit, les gens ont compris dans les camps militaires, à Tchévié et à Sokodé, entre-temps, même dans son discours. Les gens ont trouvé ça absurde qu'un chef d'État qui devait être au-dessus de la mêlée se mêle confortablement de ceux dont on l'accuse. Donc c'est clair aujourd'hui que si la carte qui est en train d'être jouée par le président ghanéen et Alpha Condé ne marche pas, vous allez voir que les chefs d'État vont prendre leurs responsabilités. En faisant quoi? Oui. Je leur ai dit tout à l'heure que nous sommes un État souverain, mais si, à un moment donné, si vous concédez votre souveraineté à une puissance étrangère, aussi puissantissime soit-elle, et que par des services rapprochés de protection que vous voulez, vous vendez tout, ne me brandissez pas le drapeau de la souveraineté. Ici, il s'agit du Togo et des populations togolaises qui ont faim, qui croupissent dans la misère, qui aussi veulent avoir de l'air de l'alternance, comme le Bénin, le Burkina, le Ghana ont. Nous sommes entourés par des pays qui avancent, mais on ne peut pas nous rester là-bas. Jean-Pierre Fabre disait la dernière fois, mais si Faure Gnassingbé veut qu'on discute de l'amnistie, tout ça là, posons le problème. Et pourquoi nous, on va refuser? C'est ce que Jean-Pierre Fabre a dit. Ça veut dire que les gens doivent savoir que
Quand vous écoutez le monsieur, vous pensez qu'il est radical, il est tout. Mais quand vous écoutez le fond, vous analysez le fond, vous comprenez que le monsieur, au fond, est ouvert. C'est parce qu'à chaque fois, on tyrannise les gens, on réprime les gens. Ceux-là qui ont été arrêtés, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, mais ils sont en prison. Donc les préalables sont indispensables. Je suis d'accord avec ceux-là qui pensent qu'ils n'ont qu'à d'abord aller d'abord. C'est pourquoi je dis, il faut que le pouvoir ouvre d'abord le dialogue pour qu'on constate que l'opposition n'est pas arrivée, pour qu'on leur donne raison ou on leur donne tort. Peut-être qu'actuellement c'est un problème d'agenda. On sait que aujourd'hui il y a les sages de l'UNI qui ont un congrès à Accra. Nous savons. C'est ça qui prime sur l'internet togolais. Nous savons également qu'il y a la date de 24 janvier qui est chère au régime. Et que voilà, il reste encore le 25 et le 26 janvier. Attendons de voir que demain il fera beau sur les routes quand même. Non, ce qui est sûr, ce que moi je présente, c'est que si les sages se réunissent à Accra, certainement que c'est pour négocier, pour discuter des concessions que le pouvoir peut faire. Et parce que, enfin, personne n'est dupe. Hein. Si pendant qu'on parle du dialogue, le pouvoir crie, ça veut dire que ces barons sont mis dans la rue pour réclamer, alors directement au référendum. Mais ça veut dire qu'il ne veut pas le dialogue. Donc celui qui ne veut pas de dialogue, aujourd'hui on le connaît. Pourquoi il ne veut pas de dialogue? Parce que il y aura des concessions à faire. Mais aujourd'hui, juste après qu'ils aient fait leur marche, ils se sont rendus compte que non. Ben ceux-là qui nous mettent souvent au pas, ils disent non, il faut aller forcément au dialogue. Et les États-Unis ont repris le bâton de pèlerin. Le bâton de pèlerin pour aller dire à l'ambassadeur, ils disent qu'on passe par le dialogue pour une résolution paisible de la crise. Ben, ça veut dire qu'on sait que sans le dialogue, il n'y a pas de résolution paisible de la crise. Clairement, ça veut dire que diplomatiquement, il faut analyser. Si vous ne passez pas par le dialogue, il n'y aura pas de résolution paisible de la crise. Donc, il faut passer par le dialogue pour une résolution. Ça veut dire que le dialogue, c'est une prescription, c'est un ordre carrément qu'on donne. Si les sages se réunissent, certainement, c'est pour aller voir, ok, d'accord, on ira à ce dialogue, mais qu'est-ce qu'on va concéder? Et parce que, comme on l'a dit, on le disait au micro, ça veut dire que UNIR est repris. Ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé peut concéder, il a déjà dit. Qu'est-ce qu'il peut concéder? Ben, le projet de loi envoyé à l'Assemblée nationale. Oh là là, mon frère, oh là là. Il nous semble que c'est sur ça que la concession pourrait se baser au niveau du parti politique uni. Quelle concession pourrait se baser? C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent donner plus que ça. Ils le savent. Ils savent qu'ils doivent donner plus que ça. Et moi, je dis, si se réunissent, c'est tellement que c'est pour discuter de ça. Et on va voir, on va voir dans les jours à venir ce qu'il en sera. Mais il faut reconnaître que la question du référendum aujourd'hui, pour le moment, on l'a encore retourné dans les armoires. Ouais, on a encore retourné dans les armoires en attendant de voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour ce dialogue. Maintenant, sur les préalables que l'opposition demande, et sur les préalables, le gouvernement peut communiquer aussi, dire ok, d'accord. Parce que moi, personnellement, je me dis, sur la question des incendies, des détenus, dans le cas de la fin des incendies, c'est une procédure judiciaire qui a été ouverte. On ne va pas clore quand même la procédure judiciaire comme ça, à moins que le gouvernement dit, comme on l'a fait pour certains, et précédemment, le ministre de la Justice prend une décision, enfin, le chef de l'État prend une décision qui dit, ok, tout est clos, on fait grâce à ceux-là même qu'on a détenus, etc. Mais est-ce que ça sera comme ça? Ça m'étonnerait. Mais quand on demande la libération d'autres détenus politiques, par exemple les 100 détenus du PNP, ce n'est pas impossible. Lever l'interdiction des marches à Mango, à Sokodé, en quoi est-ce que c'est impossible? En quoi est-ce que c'est impossible? Donc, moi je dis, il faut que le gouvernement montre sa bonne volonté. Enfin, si ils ont une bonne volonté. Et quand même, sur ces préalables-là, je crois que ça fait une dizaine, ils ont énuméré. Ça fait 8 au total. Ah, voilà, ça fait 8 au total. 8 au total. Voilà, sur les 8 préalables, on peut satisfaire au moins la majorité. Maintenant, sur la question des détenus, on peut dire, bon, ça relève d'une procédure judiciaire, etc. Eh bien, je ne vois vraiment pas. Ce qui est sûr, moi je l'avais dit depuis le 19 août, le temps joue contre le pouvoir togolais. Le temps joue contre UNIR. S'ils veulent. Repris la main? Non, ça. Vous êtes sûr qu'ils ont repris la main, mon frère? Vous êtes sûr qu'ils ont repris la main? Parce que la crise aujourd'hui dépasse. Ce n'est plus une crise inter-togolaise. La crise ne se limite plus aux vieux clichés qu'on nous a présentés à l'NC et autres là. Mais pourquoi est-ce qu'on s'époumonne aujourd'hui à montrer, à habiller le PNP de djihadisme autre là? C'est parce que on sait que le gars, il a des arguments. La crise a dépassé les frontières togolaises. La crise a dépassé les frontières togolaises. Maintenant, c'est un qui. La crise a dépassé les frontières togolaises. Voilà. Tu es le 8 au total. Non, ça. Vous êtes sûr qu'ils ont repris la main? Non, ça. Vous êtes sûr qu'ils ont repris la main? Parce que la crise a dépassé les frontières togolaises. Maintenant, c'est un qui.
Mais attends, tout le monde est impliqué maintenant dans une crise. Vous croyez que l'ambassadeur n'a rien à faire dans son bureau pour se déplacer, aller voir le président du Parlement? Diplomatiquement, vous savez le message que ça signifie? D'accord, très bien. Bon, la crise, c'est vrai que les femmes se sont aussi mêlées véritablement. Elles ont toujours été aux côtés de la coalition, hein, mais samedi dernier, elles étaient toutes seules dans la rue, bien sûr, soutenues par les hommes derrière, toutes noires de vêtues. Les femmes de la coalition ont voulu passer un message en interpellant la maman du chef de l'État, Madame Sabine. Comment est-ce que vous avez trouvé ça, Fiokoulou? Fortement déplacé. Déplacé? Moi, j'ai trouvé cette formule hautement et fortement déplacée. Quand la femme qui a lu la déclaration, quand sa fille fait quelque chose à la maison ou bien quelque part, on va chercher la mère de Foy pour qu'elle intervienne. C'est elle qui intervient. On va la chercher pour qu'elle intervienne. Bien sûr. Moi, j'ai vu qu'il y a confusion de genre. Il y a politique et conseil de famille. Un problème politique ne se résout pas aux parents d'un homme politique. Un problème politique se résout sur le terrain politique. Les leaders politiques de l'opposition, dans leur conférence de presse du 8 janvier, la dernière fois, ont dit des trucs sur 2 paragraphes dans leur message qu'ils ont porté sur le chef de l'État. Ils sont dans leur rôle. Au cours des questions à ces mêmes leaders, Antoine Folly, Kissi Jean et autres, ils ont dit des trucs qui concernent la politique nationale. Même Maître Apévon, on n'a rien à dire. Mais quand ces femmes-là ont pris la parole pour parler pour les déclarations et interpeller la mère du chef de l'État, moi je le dis haut et fort que c'est hautement déplacé. En quoi c'est déplacé quand on interpelle la maman du chef de l'État? On interpelle c'est pourquoi je dis que la politique, c'est la politique. Ce n'est pas une question de conseil de famille. La charte de parti politique a tout dit. Tout n'a qu'à aller lire la charte de parti politique. Il n'est dit nulle part que les politiciens doivent interpeller les parents d'un homme politique. Bon, Acha Ibrahim. Non, il faut dire que d'emblée que ce sont des femmes de la coalition des 14 politiques qui marchaient. Et c'était des femmes politiques. Nous n'allons pas dire que c'était des femmes togolaises prises de paix, du vivre ensemble qui étaient dans la rue. C'était des femmes d'une, disons, obédience politique bien déterminée qui étaient dans la rue et qui réclamaient les mêmes choses que leur courant politique. Bon, les réclamations, je pense que c'était des réclamations légitimes, même s'il y a des points peut-être à revoir. Mais le fait d'interpeller la maman du président de la République, je peux dire qu'elles ont fait appel à leur instinct maternel pour dire que dites à votre fils de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Ça, peut-être, on peut leur tolérer cela. Mais là où ça devient un peu, en tout cas, déplacé, comme le disait Fiokoulou, c'est le fait de tenir des propos qui incriminent directement la femme, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai lu des choses, en tout cas, horribles, qui, en tout cas, à la limite, démontrent que certains manquent d'éducation. Je le dis parce qu'on ne peut pas tenir des propos injurieux à l'endroit d'une dame. Qu'est-ce qui a été dit? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et si je le répète ici, c'est comme si c'est moi qui le dis, puisque en Afrique, on nous a donné cette éducation de ne jamais rappeler les injures proférées à l'endroit d'une personne aussi respectable. Et donc, ces propos, moi, je ne l'ai pas à proprement parler apprécié. Et en dehors de ça, il faudrait aussi dissocier les choses. Si c'était les femmes, en tout cas toutes les femmes qui sortaient, on disait, bon, dites à M. Faure Gnassingbé, notre président de la République, de faire ceci, de faire ceci. Et au même moment, on dit aussi que, voilà, de l'autre côté aussi, parce que la crise togolaise, il n'y a pas que le régime, il y a aussi la responsabilité de le pouvoir et de l'opposition. Il faut avoir le courage de le dire. Et si elles interpellaient aussi les mamans des leaders des 14 partis de l'opposition aussi, et on leur disait, dites à vos enfants de faire aussi des concessions, dites à vos enfants de tout faire pour aller au dialogue, dites à vos enfants de ne pas trop tirer sur la corde, parce que nous sommes tous des Togolais. À force de vilipender un camp, on risque de créer des situations vraiment assez dangereuses pour notre pays. On risque d'entamer
notre cohésion nationale. Je pense que c'est des mamans responsables, ça. C'est des mamans qui sont au-dessus de la mêlée, qui voudraient que les choses s'améliorent. Parce que vous n'allez jamais voir dans une famille une maman se lever, commencer par avoir des préférences. Et ça, ce n'est pas bien pour la cohésion nationale, ce n'est pas bon pour notre tissu vraiment social. Ce que je souhaite, c'est que pour, en tout cas, les prochaines fois, si d'aventure les mamans aussi de unir sortaient, vous voyez ce que ça va entraîner. Ah oui. Elles aussi vont vouloir fustiger. Et si on continue comme ça, est-ce qu'on est en train de créer un Togo paisible? Est-ce qu'on est en train des manifestations de rue? Tout à fait, tout à fait. Prochainement, on verra les mamans faire la réplique. Faire la réplique. Bon, peut-être que comme il y a réunion des sages, les sages de UNIR ne vont pas accepter quand même qu'il y ait cette escalade de violence, de dégringolade. Donc disons tout simplement que, disons tout simplement que les femmes qui étaient sorties la dernière fois réclamaient en tout cas de meilleures conditions pour le pays, c'est normal. Réclamer à ce qu'il y ait de l'emploi pour leurs enfants, c'est normal. Mais de grâce, fort appartient maintenant à une famille politique. Il faut s'attaquer à cette famille politique et laisser vraiment le problème de la maison. D'accord, très bien. Joël, les gars, quel est votre avis sur la sortie des femmes de la coalition de 14 partis politiques de l'évolution? Non, je pense que s'adresser au chef à la maman du chef de l'État, ce n'est pas superflu. Ce n'est pas du tout superflu, en ce sens qu'on a eu la réponse. Ça y est, si ça n'avait pas eu effet, enfin, si ça n'avait pas de chance d'avoir des effets, on n'allait pas mettre en selle une des femmes de venir pour répondre du tic au tac aux dames. Et ça veut dire que ça a touché quelque part. Ça a eu, on a senti que le message était bien paré, ça a touché. Bon, maintenant. La provocation, bien quoi. Mais maintenant, à côté, tout ce qu'on a débiné, qui relèvent carrément d'un débat d'une cour de maison, etc. C'est regrettable que dans un débat politique on amène cette légèreté. Parce que quand vous me demandez, vous interpellez ma conscience, au même moment vous m'insultez, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous écoute? Ou bien que je vous tourne carrément le dos? Oui, justement, ça veut dire que c'est aussi ça le talon d'Achille. Enfin, c'est aussi ça les limites du combat que mène l'opposition. On n'arrive pas à gérer les passions. On passionne trop les débats au lieu d'élever carrément le niveau de dire rien que ce que tu as à dire, rien que l'utile. Ben, on se livre à tout. Non, mais même si c'était le zèle, ça serait encore tolérable. Ça veut dire que vous faites de l'inacceptable. Des propos que tu ne peux pas tenir qui ne n'expriment même pas du respect pour ta personne. Vous mettez à dire ça, mais vous réduisez le débat. Sinon, que ça déçoit à la main du chef de l'État, c'est très bien. C'est une bonne approche et ça a eu son effet. D'accord. Et bon, maintenant, tout ce qui a entouré. Ça a eu son effet, ça suppose que Mme Sabine ne s'est adressée ou a parlé à son fils. Attendez, entre dames, quand vous vous appelez. Tout le monde a été surpris par l'affluence que la mobilisation a connue samedi. Oui. Tout le monde a été surpris. Bon, laissons les comédies, je dis, des scènes de comédie où je vois des gens, des dames rouler par terre, etc. Bon, ça apporte quoi? Ça apporte quoi au message que vous voulez? Non, ça veut dire qu'il faut qu'on aille au-delà de ces comédies. On peut utiliser nos énergies pour faire autre chose plus utile et plus poignant que ces cantates-là qu'on a offert samedi. Sinon, ça dessert à moi du chef d'État, je le dis. Ça a eu son effet. Sinon, UNIR n'allait pas. Si UNIR te répond, ça veut dire qu'elle a été touchée. D'accord. Non, mais le problème qui se pose ici, ce n'est pas la maman de Fort qui a répondu. Notez que Méalo n'est pas la maman de. Oui, mais attendez, mais vous comprenez? Fort est le champion de quel parti? Mais de UNIR. Justement. Justement, les femmes n'ont pas parlé aux femmes d'UNIR. Ils n'ont pas parlé aux femmes d'UNIR. Mais pourquoi ils répondent? Pourquoi ils apportent une réponse à ce qui a été adressé à la maman du chef de l'État? Parce qu'ils ont été touchés. Justement. D'accord. Ambroise. Moi, toutes ces histoires-là, moi, ça me fait rire. Parce que celle-là qui répond même à la place d'une autre, je ne sais de quoi elle se mêle. Parce que je l'ai suivi de bout en bout sur une radio de la place. Elle a même insulté des gens, des irresponsables, des opposants irresponsables. J'écoutais, j'ai dit, mais c'est une femme qui parle, ce n'est pas bien. Et elle s'attaque même à sa consoeur, Adjamabo Johnson,
qui n'a jamais insulté cette dame, n'a jamais insulté personne. Elle est droite dans ses bottes en matière politique et elle est rusée en politique. Et ça, cette dame, il faut la respecter. Quand je suivais, elle dit, mais c'est qu'elle a foutu au ministère de la Communication. C'est-à-dire que, de quoi elle se mêle? Donc, c'est pour vous dire en réalité que moi, par exemple, je ne réponds pas à certaines choses. C'est quelqu'un disait tout à l'heure que si les gens ont pris de la peine pour réagir, c'est parce qu'il y a eu du piquant dans ce que les gens ont dit par rapport à la dame. Moi, la maman de Faure Gnassingbé, je l'ai une fois rencontrée, ça fait une ou deux fois. Elle a côté de madame, mais je me suis mettre à Bribo là-bas. Et j'ai dit que c'est une dame que moi je respecte personnellement. Parce que moi, tout ce qui est maman, je respecte moi. Quel que soit l'étendard politique que j'aurai à défendre quelque part, ou ma ligne éditoriale que j'aurai à défendre, cette dame, je le verrai. Si son sac tombe, je prends et je la remets ça. C'est ma maman à moi. Mais au demeurant, je crois que le message envoyé par ces gens, ce n'est pas à titre d'insulte. Je crois qu'elles ont parlé en tant que femmes. C'est juste révéler une chose. Vous avez un fils que tout le monde décrit. Même s'il y a des gens qui le soutiennent, nous voulons justement juste que vous participiez à le conscientiser, à le ramener à raison, parce que le Togo sombre dans la grande mer, c'est-à-dire dans la haute mer. Donc Faure n'est plus un enfant à conscientiser, vous comprenez? Madame Sabine, mais ça, est-ce que on va tirer les oreilles comme ça se fait à la maison? Je suis en train d'interpréter les messages envoyés par les dames. Oui. Au Burkina, ça s'est passé avec Blaise Compaoré. La femme a été déterminante dans le départ de Blaise Compaoré. Elle a fait quoi? La femme a dit des choses à son mari. Elle a même dû quitter le pays avant son mari. Chantal? Oui. Donc c'est pour vous dire que le message envoyé n'est pas un message d'insulte, encore moins. Mais je dis quand même que c'est juste pour qu'on puisse envoyer un message à Faure Gnassingbé, parce que le problème du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Si même beaucoup ne le savent pas, il faudrait qu'ils comprennent. Est-ce que il a trouvé les propos de la dame envers la maman? Il a dit. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit que ce n'est pas insultant en fait. C'est des messages qui sont codés, envoyés à une femme comme elles aussi, pour qu'elle puisse relayer ça auprès de son fils. C'est tout. Bien, messieurs. Et en Afrique, je vais ajouter un petit point. En Afrique, quand on dit, va dire à ton fils ceci, c'est comme si tu as mal éduqué ton fils. Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, Ambroise Ponjo de Guadiane, Joël Lega, Fraternité, Fioclo d'Anglenou, Lankata, messieurs, merci beaucoup. Merci d'être venu pour ce débat. Merci à Emmanuel Ponyangé qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gator. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.